Donc voilà, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, l'autre séance, nous avons discuté l'importance de l'environnement. Rappelez-vous, on vous a dit que l'entreprise est un système ouvert en interaction avec un environnement et par conséquent, il doit impérativement prendre en considération les changements qui émanent de son environnement pour pouvoir maintenir son exploitation et donc sa survie, sa pérennité. Et à partir de là, on vous a dit que la stratégie peut être considérée comme une réponse aux évolutions de l'environnement, de telle sorte que l'entreprise doit prendre en considération les possibilités offertes par l'environnement, mais également les contraintes qui peuvent mettre en péril ou heurter tout simplement l'atteinte des objectifs stratégiques. Et donc, en management stratégique, on va faire appel à plusieurs matrices, à plusieurs outils d'analyse stratégique qui vont nous permettre d'observer, d'analyser et de surveiller les différentes évolutions de l'environnement. L'autre fois, donc, on avait discuté deux matrices, l'analyse SWOT et la matrice TOWS, qui capitalise sur les résultats de ce diagnostic stratégique préliminaire. Et donc, on vous a dit que tout manager doit impérativement maîtriser les turbulences, les changements qui émanent des éléments extérieurs à l'entreprise, notamment l'environnement externe, de manière à détecter les opportunités et les menaces qui peuvent impacter positivement ou négativement sa réussite et sa performance, mais également d'analyser les éléments internes, l'environnement interne. C'est donc l'ensemble des éléments qui sont à l'intérieur de l'entreprise, à travers la présence des forces et des faiblesses. Et donc, c'est une analyse qui doit être faite dans un domaine stratégique particulier. Et à partir de là, donc, pour chaque domaine d'activité stratégique, vous serez amené à élaborer donc l'analyse SWOT. Donc là, comme vous voyez sur le schéma, effectivement, il s'agit d'analyser en interne les capacités stratégiques de l'entreprise, notamment ce qu'elle possède en termes de ressources et de compétences, ce que l'on peut faire en tant qu'entreprise, en déterminant donc les forces et les faiblesses. Et en même temps, analyser l'environnement externe de manière à identifier les facteurs clés de succès et éviter les menaces qui peuvent impacter donc l'entreprise. À partir de là, on passe à l'action. Et justement, pour mettre en action les résultats de l'analyse SWOT, on a fait appel à l'analyse DOSE qui consiste à croiser les quatre dimensions que vous voyez et discuter les options stratégiques envisageables pour chacune ou pour chaque croisement. Donc là, schématiquement, vous voyez donc effectivement l'entreprise avec ses compétences, ses ressources. Et donc là, il y a des forces, il y a des faiblesses, et aux alentours, il y a des événements qui peuvent impacter négativement les objectifs de l'entreprise, mais également les opportunités. Donc il y a un diagnostic interne et un diagnostic externe. Les éléments à l'intérieur, propres à l'entreprise, forces et faiblesses, et les éléments à l'extérieur de l'entreprise qui euh, composent son environnement extérieur. Donc voilà, vous avez les traductions anglophones par rapport à la matrice SWOT, Strength, Weakness, Opportunities et Threats, force, faiblesse, opportunité, menace, et donc c'est une matrice à quatre dimensions. L'analyse TOWS donc, capitalise sur les résultats de l'analyse SWOT et il permet de passer à l'action dans la mesure où on sera identifié quelles sont les options stratégiques envisageables pour chaque domaine d'activité stratégique. En capitalisant effectivement sur l'analyse les principales opportunités, les principales menaces, les principales forces, les principales faiblesses. Et là, on aura les quatre options stratégiques que nous avons discutées l'autre fois. Donc, on vous a dit même la méthodologie à suivre. Donc, après avoir réalisé la segmentation stratégique, identifié
les domaines d'activité stratégique. Pour chaque domaine, il faut procéder à un diagnostic dans les SWOT, choisir les principales forces, faiblesses, opportunités, menaces, les croiser les unes par rapport aux autres et par la suite, expliciter les options stratégiques envisageables, étudier leur faisabilité au regard à la mission, mettre en place le plan d'action en question. Et donc là, vous voyez donc les différents croisements que nous avons réalisés sur la base de la matrice Dawes et qui permet de capitaliser sur l'analyse SWOT en mettant en exerce les différentes options stratégiques envisageables. Donc là, quand on croise les forces et les opportunités pour l'entreprise, il s'agit euh, d'utiliser donc ces forces en interne pour saisir le maximum d'opportunités. Donc vous avez des forces, vous avez des opportunités, vous devez capitaliser sur les forces de l'entreprise pour saisir, pour profiter des opportunités qui peuvent favoriser donc la performance et la réussite économique. Deuxième option, c'est quand on confronte les forces avec les menaces. Et donc là, l'entreprise doit essayer de capitaliser, d'utiliser ses forces en interne pour atténuer l'impact des menaces externes. Troisième option envisageable, donc quand on croise les faiblesses avec les opportunités, donc là, il faut veiller à ce que l'entreprise va s'investir en réduisant, en minimisant ses faiblesses en interne pour pouvoir éventuellement exploiter les opportunités offertes par son environnement. Et en dernier lieu, donc c'est la catastrophe, quand on a effectivement suffisamment de faiblesses avec les menaces, et donc là, l'entreprise, souvent, va adopter des stratégies de repli ou de retrait pour pouvoir abandonner les domaines d'activité stratégique qui ne sont pas tellement rentables et qui génèrent autant de menaces, d'autant plus que l'entreprise n'a pas un avantage concurrentiel. Donc, vous avez suffisamment de faiblesses face à des menaces de l'environnement et par conséquent, donc, l'option la plus envisageable consiste à se retirer ou à revoir le business model de l'entreprise quand il y a lieu. Mais souvent, les entreprises choisissent le retrait ou des stratégies de repli pour qu'elles puissent repositionner ses activités, ses efforts, ses compétences sur les activités les plus rentables et les plus intéressantes. Donc voilà, pour cela, je vous ai envoyé une étude de cas. Donc, vous avez un fichier PDF, 5 pages, avec les informations relatives leader dans son secteur. C'est un success story. Donc, c'est une entreprise modèle à étudier en management en général et en management stratégique en particulier. Et l'objectif, effectivement, c'est une première initiation pour mettre en pratique les deux matrices. Dans un premier temps, on va analyser l'analyse SWOT. Donc, on va analyser l'environnement externe, l'environnement interne, en identifiant les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et par la suite, il faut les croiser pour discuter quelles sont les options envisageables que vous allez recommander à l'entreprise en capitalisant sur le diagnostic via l'analyse SWOT. Mais avant, quand même, avant, j'aimerais bien avoir vos réactions, vos commentaires s'il y a lieu. Donc, je reviendrai sur le chat au cas où vous avez des questions ou des observations par rapport à ce que nous avons déjà discuté. Donc, je vous ai déjà envoyé le support à travers la plateforme ENT. Je ne sais pas si vous avez récupéré le support du premier chapitre ainsi que l'étude de cas. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à son contenu? Donc, je vous écoute. Si vous avez des observations ou des commentaires, n'hésitez pas à me commenter. Donc, tant mieux, tant qu'il n'y a pas de questions, donc cela signifie que tout va bien et que, a priori, vous arrivez à comprendre le contenu présenté. Donc, je vais partager avec vous l'étude de cas pour pouvoir la discuter.
Est-ce que vous arrivez à visualiser le cas? Non? J'arrête le partage et je partage encore l'étude de cas, voilà, l'énoncé du cas. Vous connaissez, je pense, l'entreprise IKEA est une success story européenne et qui est présente sur plusieurs marchés à la fois. Le marché européen, le marché africain, donc même au Maroc, ça existe. C'est une entreprise vraiment leader de son secteur. Donc, je pense que vous avez déjà lu l'historique de l'entreprise. Je vous ai même laissé une vidéo explicative très courte de 5 minutes pour pouvoir comprendre les spécificités managériales et organisationnelles de cette entreprise. Donc, le créateur d'IKEA, Ingvar Kamprad, a bâti un empire à partir de rien en proposant un modèle de développement audacieux qui est toujours au cœur de l'entreprise aujourd'hui. Son parcours est étonnant, fondé sur un principe de frugalité. La frugalité, c'est-à-dire à partir de très peu de moyens, on crée de l'innovation. La ténacité, donc il était toujours persévère et sérieux, engagé, et l'audace, donc le courage par rapport à la création des idées innovantes. Donc là, on va défiler ensemble le, le contenu. Donc là, je ne vais pas revenir sur la lecture de ce contenu. Donc vous êtes déjà au courant qu'il s'agit d'une success story à l'initiative d'Ingvar Kamprad. Et EKMM, c'est une abréviation des deux initiales de son nom avec la ville, sa ville natale au Suède. Donc, il était toujours une personne modeste, avec un style de vie simple, et elle avait toujours la préoccupation environnementale à travers l'engagement des comportements éco-responsables. Donc, sa réussite entrepreneuriale a fait le buzz, que ce soit en Europe ou même à l'international. Donc là, on vous a présenté la contextualisation de l'étude de cas. Ce qui nous intéresse, c'est la mission. Alors, la mission de l'entreprise qui consiste à donc to create a better everyday life for many people, c'est-à-dire créer une meilleure vie quotidienne pour plusieurs personnes. Donc là, on pense au bien-être des individus à travers donc les produits offerts par l'entreprise, proposés par l'entreprise. Voilà, ce qui nous intéresse, ce sont les spécificités de l'entreprise et son environnement à travers les faits qui ont été présentés. Là, vous voyez sur les études de cas et qu'on va discuter un par un. Le premier fait, c'est la localisation des magasins en périphérie des grandes villes. Déjà, avant de commencer, est-ce que vous avez une idée sur quel est le domaine d'activité stratégique de l'entreprise? Quel est donc le domaine de l'activité stratégique? L'immobilier, c'est le secteur. Oui, ça. C'est la branche d'activité, secteur immobilier. Le mobilier, c'est pas l'immobilier. L'immobilier, donc, elle fait pas de la construction des bâtiments. Donc, elle vend des meubles, donc les mobiliers. Le commerce n'est pas un domaine d'activité stratégique. La commercialisation, donc,
Donc l'entreprise, c'est une entreprise internationale spécialisée, bien entendu, dans la production et la commercialisation des meubles, des meubles qui sont accessibles au grand public. La mission de l'entreprise est de participer à l'amélioration de la vie au quotidien de plusieurs personnes à travers les meubles qu'elle qu'elle propose sur le marché. Donc là, vous avez un ensemble de faits, d'événements, de caractéristiques, à la fois propres à l'entreprise ou à son environnement. Et donc là, on va identifier quelles sont les forces, les faiblesses. C'était vraiment simple par rapport à cette étude de cas, parce que l'objectif, c'est de vous initier par rapport aux deux matrices, SWOT et TOWS, pour vous montrer leur utilité. Donc, premièrement, vous avez la localisation des magasins en périphérie des grandes villes. Donc, IKEA a fait le choix d'installer ses magasins en périphérie et uniquement autour des grandes villes. Un client habitant dans une petite ville de province doit faire de longs trajets pour s'y rendre, ce qui augmente le coût global de l'achat et l'impact environnemental. Les citadins commencent à réduire l'utilisation de leur voiture. Si les clients décident de moins venir vers les magasins en périphérie, il faudra qu'IKEA redynamise sa présence sur Internet et travaille sa présence dans les centres-villes. Pour ce faire, les magasins ouvrent depuis 2019 au cœur même des capitales, comme Londres ou Paris, avec une offre plus adaptée aux petits logements et aux petites surfaces, ainsi que des solutions astucieuses de rangement plus en phase avec les habitudes de vie des citadins. Comment on peut analyser donc cet événement? Donc je reviens sur vos commentaires pour le premier événement. La localisation des magasins en périphérie des grandes villes. Ça constitue quoi? Produit d'ameublement, voilà, c'est ça le domaine d'activité stratégique, c'est l'ameublement. Certaines considèrent que la localisation des magasins en périphérie des grandes villes constitue une menace. D'autres considèrent ça comme une faiblesse ou d'autres même comme une force. Il faut argumenter vos choix. Il faut justifier pourquoi une force, pourquoi une opportunité et pourquoi une faiblesse. Ce n'est pas externe, Soukaina. Ce n'est pas externe. Là, on parle d'IKEA. C'est IKEA qui a fait le choix d'installer ses magasins en périphérie et uniquement autour des grandes villes. Alors qu'un client habitant, un citadin, quand il souhaite, surtout d'une petite ville de province, quand il souhaite acheter les produits d'ameublement proposés par IKEA, il est amené à faire des longs trajets, ce qui augmente même le coût d'achat et l'impact environnemental. Est-ce que ça, c'est une force? C'est une évidence qu'il s'agit d'une faiblesse, parce que vous risquez de rater un chiffre d'affaires suite à la problématique de la proximité. Prenez note, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas vous envoyer un corrigé préétabli. La localisation des magasins en périphérie des grandes villes peut décourager un groupe de clients vu le problème de proximité, étant donné qu'un client habitant dans une petite ville de province doit faire de longs trajets pour s'y rendre, ce qui augmente le coût global de l'achat et l'impact environnemental. Et donc, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse parce qu'il y a un problème d'accessibilité, un problème de proximité par rapport à certains groupes de consommateurs.
Et par conséquent, l'entreprise peut rater des opportunités en termes de chiffre d'affaires. Donc, s'il vous plaît, prenez note au fur et à mesure pour pouvoir discuter chemin faisant. Deuxième point à discuter, c'est la connaissance intime du client. Donc, l'entreprise a une très bonne compréhension des facteurs qui incitent les clients à acheter et met en œuvre des pratiques marketing qui suscitent la décision d'achat. IKEA offre des prix bas, une valeur perçue supérieure aux concurrents à travers une large gamme de produits. Cette valeur perçue élevée repose à la fois sur l'aménagement des espaces intérieurs des magasins, sur un savoir-faire en matière de marketing et sur des designers qui introduisent constamment des nouveaux produits avec un design attractif et des fonctionnalités qui intéressent le client. De plus, les designers intègrent systématiquement le fait que tous les produits doivent être conçus pour faciliter le transport, le stockage et l'assemblage. L'entreprise offre en outre la gamme de produits la plus large du marché et une expérience d'achat en magasin unique. Cela se traduit par un taux de vente important. De la même façon, IKEA anticipe les tendances liées au respect de l'environnement et à la durabilité de ses produits. L'enseigne recycle, par exemple, 85% de ses emballages, travaille sur son indépendance énergétique et propose, bien entendu, un service de reprise de meubles. Donc, la connaissance intime du client consiste quoi? Voilà, effectivement, c'est une force qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le CRM. Le CRM, je vais l'écrire en commentaire. CRM, c'est Customer Relationship Management. CRM, c'est la gestion de la relation client. Gestion de la relation client. Très connu en marketing, ce qu'on appelle le marketing relationnel. Et effectivement, donc l'entreprise, elle est dans une orientation client et non pas orientation produit. À chaque fois, il y a des innovations et que les designers intègrent systématiquement des nouvelles idées en développant donc les produits, la conception des produits, etc. Et donc, effectivement, l'entreprise n'est pas dans une orientation produit, elle est dans une orientation client, que vous avez déjà étudié en marketing, je présume, en passant d'une logique produit à une logique client. Et donc, cette parfaite connaissance du client fait que l'entreprise a une force à travers ses efforts en matière de la gestion de la relation client. Donc là, c'est juste une étude de cas d'illustration. Donc, on vous a donné suffisamment d'informations pour pouvoir apprécier une réalité managériale à travers une success story européenne. Et donc là, c'est une force qu'il faut prendre en note. Passons donc au troisième élément, la croissance économique en développement. Donc, c'est la croissance des économies en développement. La croissance des marchés de détail dans les pays émergents ouvre des possibilités de développement. Elle est présente dans la plupart des économies développées et entame son essor dans les économies en développement, en voie de développement, comme la Chine, le Brésil, l'Inde, le Mexique, l'Indonésie ou la Malaisie. Ces pays représentent des marchés potentiels pouvant assurer la croissance future d'IKEA. Voilà, c'est une opportunité parce qu'elle émane de son environnement externe. Et donc là, il s'agit de quoi? De possibilités de développer ses activités dans d'autres marchés à l'international. D'ailleurs, vous avez lu dans les deux premières pages, dans la contextualisation, on vous a dit que IKEA est une entreprise qui adopte la stratégie d'internationalisation. Donc, elle est implantée sur plusieurs pays, sur plusieurs continents. Et donc, là encore, effectivement,
les études montrent qu'il y a encore une forte demande à l'international et il y a des marchés émergents qui sont aussi dans l'attente des produits d'IKEA et sur lesquels elle peut encore tirer profit. Donc là, effectivement, il s'agit d'une opportunité. Donc là, je tiens juste à préciser qu'au cas où, le jour de l'examen, vous aurez une étude de cas, vous devez justifier. Vous n'allez pas écrire uniquement opportunité, force et faiblesse, ça n'a rien à voir. Donc, vous devez impérativement justifier vos réponses pour pouvoir obtenir l'évaluation en question. Deuxième, autre quatrième élément, donc là, le troisième, c'est une opportunité qui émane de son environnement externe. Quatrième, donc, élément, c'est l'intensification de la concurrence. Donc, les principaux concurrents d'IKEA sont, entre autres, Argo, BK, Bobby's Discount, John Lewis, et j'en passe. De nombreux détaillants à faible coût entrent aussi sur les marchés où est présent IKEA. Ces nombreux concurrents potentiels sont des détaillants locaux dont les caractéristiques sont semblables à celles d'IKEA en termes de coûts bas, de gestion optimale de la chaîne d'approvisionnement et de présence sur le marché. Ils risquent de prendre des parts du marché à IKEA. À côté de ces détaillants locaux, IKEA doit aussi faire face à des enseignes qui proposent une offre plus large, passant par les meubles, les mobiles, les télévisions, l'électroménager. IKEA devra peut-être revoir sa spécialisation pour diversifier son offre. Donc, il y a déjà donc c'est une menace, effectivement, qui émane de son environnement à travers l'augmentation de l'intensité concurrentielle. Et là, donc, comme piste éventuelle, on verra quand on passe à la matrice TOWS. Là, donc, là, on recommande, a priori, si l'entreprise pourrait peut-être revoir sa stratégie de spécialisation, parce qu'elle est orientée à un seul domaine d'activité stratégique, qui est les produits d'ameublement, que ce soit les meubles neufs ou modernes, et éventuellement, elle sera amenée à faire face à une concurrence ou à des concurrents de plus en plus diversifiés. Donc là, peut-être IKEA sera amené à diversifier son offre. On va voir à la fin de l'analyse. Donc, cinquième point, la réputation controversée de l'entreprise. L'entreprise a régulièrement fait l'objet de critiques pour le recours à des publicités douteuses, des problèmes liés au mauvais traitement des employés ou le lobbying réalisé auprès des autorités gouvernementales. Cette publicité négative autour de l'entreprise peut affecter la notoriété de la marque et la fidélité des clients. Voilà, c'est une faiblesse parce qu'elle est propre à l'entreprise. La menace, elle est générale sur l'environnement. Elle n'est pas propre à une entreprise particulière. Et la menace, elle émane d'un environnement externe. Donc, elle est à l'extérieur de l'entreprise. Donc là, la réputation, ça concerne IKEA, uniquement l'entreprise elle-même. Et effectivement, c'est une faiblesse. Parce que ça va mettre en péril son image auprès de l'opinion publique, des parties prenantes et des clients. Sixième point, l'innovation pour réduire les coûts. La capacité de proposer des prix bas et une valeur perçue élevée constitue le cœur du modèle d'IKEA parce que nous sommes dans ce qu'on appelle les stratégies low cost. Low cost, à bas coût. Je viens de l'écrire en commentaire. Stratégie low cost, ce sont des stratégies qui consistent à réduire les coûts pour rester compétitif en termes de prix. Et donc là, l'entreprise, elle a ce qu'on appelle la compétitivité par les prix. En reposant sur des coûts bas. Elle se distingue
bien sûr, par rapport aux concurrents. Donc, la capacité de proposer des prix bas est une valeur perçue élevée et une valeur perçue élevée constitue le cœur du modèle d'IKEA, le business model, le modèle d'affaires. Pour parvenir à maintenir cette position, IKEA est en recherche d'amélioration permanente de sa performance, de son efficacité pour réduire ses coûts. Les innovations de l'entreprise passent notamment par de nouveaux matériaux plus respectueux de l'environnement et moins coûteux, ou par des méthodes d'emballage, de manutention et de transport moins coûteuses. Donc là, c'est une force parce que l'entreprise s'investit en matière d'innovation pour réduire ses coûts et par conséquent garder ou maintenir son avantage concurrentiel. Donc l'entreprise, elle a un avantage concurrentiel, c'est par rapport à la maîtrise des coûts, à la fois les coûts de production, mais également les coûts logistiques. Comme vous voyez, donc l'entreprise arrive à maîtriser les coûts relatifs à l'emballage, à la manutention et au transport même de ses produits. Et donc, à partir de là, on va considérer cela comme une force, l'innovation pour réduire les coûts. Septième point, la faible qualité des produits et services. IKEA trouve difficilement un compromis durable entre la réduction permanente des coûts et la stabilité de la qualité de ses produits. Les réductions de coûts de l'entreprise entraînent parfois une baisse de la qualité des produits, ce qui implique à la fois une augmentation du taux de retour des produits et une détérioration de l'image de l'entreprise. Donc là, il y a la problématique de la relation entre prix et qualité, le fameux rapport que vous avez étudié. Donc c'est une faiblesse parce que malgré le fait que l'entreprise arrive à innover pour réduire les coûts et maîtriser les coûts, mais parfois cette quête des coûts impacte négativement la qualité de certains produits, ce qui augmente le taux de retour de ces produits et parfois impacte négativement l'image de l'entreprise. Donc là, effectivement, il s'agit donc d'une faiblesse. Huitième point, la croissance du revenu moyen des consommateurs. Lorsque le revenu moyen des consommateurs augmente, cela signifie que les clients achètent moins de produits à bas prix et de qualité limitée. IKEA offre ce type de produits dans ses magasins, même s'il veille à conserver une valeur perçue supérieure. Avec la hausse des revenus, une catégorie de clientèle pourrait se tourner vers les détaillants locaux qui offrent du mobilier et des produits ménagers de meilleure qualité. Effectivement, c'est une menace parce que ça émane de l'environnement externe, c'est la relation de l'entreprise avec ses consommateurs. Et là, on a vu la problématique de la relation entre les revenus et les habitudes d'achat. Un consommateur, quand il voit son revenu augmente, il pourra donc être plus exigeant en termes de qualité. Et à revenu faible, il va donc céder pour des produits à bas prix. Donc cette relation prix-qualité est tributaire aussi des revenus, de pouvoir d'achat des consommateurs. Lorsque le consommateur n'a pas vraiment un pouvoir d'achat relativement élevé, donc il va accepter ou acheter les produits d'IKEA en faisant l'arbitrage entre le coût qui est bas, le prix bas et la qualité qui est limitée. Et une fois donc les revenus augmentent avec le dialogue social, avec les changements de la conjoncture économique, même de la promotion tout simplement, l'avancement des salariés ou des consommateurs en général. Donc, une fois les revenus augmentent, les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants et ils vont donc introduire la qualité dans leur acte d'achat, ce qui constitue une menace pour l'entreprise parce que une fois les revenus augmentent, l'entreprise va perdre une partie de son chiffre d'affaires suite à l'arbitrage que les consommateurs réalisent en matière du rapport qualité-prix. Et effectivement, il s'agit donc d'une menace.
Neuvième événement, l'expansion de la vente en ligne. Les ventes en détail en ligne représentent un potentiel de développement important pour IKEA, qui a déjà une présence via son site web. En 2018, le site web d'IKEA a enregistré plus de 2,5 milliards de visiteurs. Le développement de ce marché, couplé à l'image de marque de l'entreprise, représente une opportunité de développement importante et une baisse des coûts potentielle. Par exemple, en France, les ventes en ligne représentent 15% du marché de l'ameublement en 2020. Et les pure players, les entreprises uniquement en ligne, telles que Med.com ou Melibu.com, sont en croissance depuis 2015. Donc là, il s'agit d'une opportunité parce qu'elle émane de l'environnement externe. Ce n'est pas une force. De plus en plus sur les marchés, il y a la montée en puissance de la vente en ligne, du e-commerce. Le e-commerce, je vais l'écrire, suite au développement de la vente en ligne. Donc, IKEA doit s'investir effectivement en interne pour pouvoir développer son site web davantage et tirer profit de cette tendance. Donc là, il s'agit d'une opportunité parce que c'est un potentiel de développement qu'elle va donc générer en développant son offre en ligne. Donc aujourd'hui, on parle du e-commerce et du e-merchandising. Le e-merchandising, je vais l'écrire aussi en commentaire. Le merchandising, c'est la mise en valeur des produits en ligne, comme les catalogues en ligne, comme les flyers en ligne, etc., les offres en ligne. Donc de plus en plus, on parle du e-commerce, du e-merchandising qui valorise les produits en ligne en captant donc l'intention ou l'attention des consommateurs qui souhaitent utiliser l'Internet dans leur décision d'achat. De plus en plus, il s'agit d'une opportunité de son environnement. Dixième événement, c'est une chaîne d'approvisionnement intégrée. IKEA s'engage à entretenir des relations durables avec ses fournisseurs afin de commander de gros volumes en bénéficiant de prix bas ou des prix très bas et d'une excellente qualité. De leur côté, les fournisseurs sont assurés de commandes régulières et garanties. La politique d'approvisionnement d'IKEA intègre la proximité des fournisseurs afin de réduire les coûts de transport. Donc là, il s'agit d'une force parce que l'entreprise maîtrise sa chaîne d'approvisionnement, sa dépendance ou son indépendance ou sa dépendance vis-à-vis donc les fournisseurs. Donc là, il y a une très bonne relation avec les fournisseurs qui sont des relations fondées sur la durabilité, sur l'engagement responsable et selon lequel l'entreprise obtient les matières premières à prix très bas à une excellente qualité. Et de telle sorte que l'entreprise intègre la proximité dans sa relation avec ses fournisseurs en réduisant donc les coûts de transport. Et donc là, il s'agit effectivement d'une force. 11e donc, événement, l'intensification de la demande d'aliments sains. La tendance actuelle à consommer des aliments plus sains entraîne une hausse de la demande des produits alimentaires de qualité dans de nombreuses économies développées. IKEA pourrait intégrer plus de magasins d'alimentation dans ses magasins de détail actuels. L'entreprise gère déjà avec succès ses points de vente d'aliments, de sorte que cette possibilité serait une forme de diversification. Donc là, c'est une opportunité parce qu'il s'agit d'un potentiel de développement qui émane sur le marché, sur un segment d'activité. Et donc, c'est une possibilité, bien sûr, qui émane
de son environnement externe. Et donc, c'est une opportunité que l'entreprise doit saisir pour pouvoir en profiter, puisqu'il y a une forte demande d'aliments sains sur ces marchés, notamment le marché européen, ou même dans les économies développées en général. Douzième événement, une forte notoriété de la marque par une présence mondiale. Donc, IKEA est considérée comme la première marque de commerce de détail de meubles au monde. L'entreprise comptait en 2018 sur un chiffre d'affaires de 38,8 milliards d'euros, alors que le chiffre d'affaires n'était que de 9 milliards d'euros en 2000 et 23 milliards en 2010, soit un quadruplement. Donc, le chiffre a été multiplié par 4 de chiffre d'affaires en moins de 20 ans. En 2018, l'entreprise exploite 422 magasins dans une cinquantaine de pays et elle est présente sur les principaux marchés mondiaux. Plus d'un milliard de clients ont visité un magasin d'IKEA en 2018. La présence sur le marché mondial et la solide réputation de la marque garantissent un avantage concurrentiel pour IKEA. Et donc là, il s'agit effectivement d'une force. D'une force, puisque l'entreprise elle a un avantage par rapport à ses concurrents. « 13. L'offre de produits standardisés à l'ère de la personnalisation. Un des avantages concurrentiels d'IKEA est une maîtrise des coûts, qui repose sur la standardisation de ces produits. Pourtant, la tendance actuelle est à la personnalisation des produits. L'incapacité de l'entreprise à offrir des produits suffisamment personnalisés et de grande qualité laisse la possibilité à des concurrents de se renforcer dans ce segment de marché. Donc là, ce n'est pas une force, ce n'est pas une menace non plus. Parce que c'est c'est une problématique spécifique à IKEA. C'est une faiblesse. Pourquoi? Pourquoi c'est une faiblesse? Parce que on a déjà vu, selon donc les informations précédentes, que a priori, IKEA s'engage dans une bonne relation avec les clients, selon une optique, ce que j'ai appelé l'orientation client, par opposition à l'orientation produit. Donc, à travers cette information, on voit le contraire, que l'entreprise, elle est beaucoup plus dans une orientation produit et non pas une orientation client, parce que ces produits sont standards. Et l'entreprise est incapable de personnaliser, c'est-à-dire d'adapter les produits aux besoins spécifiques à chaque personne ou à chaque client. Donc, les besoins personnels des consommateurs et des clients. Ce qui constitue quand même une faiblesse, parce que parfois, faute de réponse aux attentes d'un consommateur, l'entreprise va rater un chiffre d'affaires potentiel. Et donc là, effectivement, une faiblesse, parce que cela remet en cause l'orientation client affichée par l'entreprise, dans la mesure où elle est incapable de traduire, de s'adapter aux besoins spécifiques, aux besoins personnels de certains clients ou des consommateurs. Ce qui fait rater un chiffre d'affaires potentiel, étant donné que les concurrents peuvent, bien entendu, gagner des parts de marché en capitalisant sur cette faiblesse. Donc là encore, c'est un problème qui émane de l'environnement interne, c'est-à-dire de l'entreprise elle-même. Donc c'est l'entreprise qui en est incapable. Donc là, il s'agit d'une faiblesse. 14. Une attention accrue pour les comportements éco-responsables. L'évolution des attentes du consommateur envers les comportements éco-responsables des entreprises pousse celles-ci à prendre en compte leur impact sur l'environnement. Dans les domaines de réduction de l'usage des ressources naturelles ou de diminution de l'empreinte carbone, IKEA pourrait prendre un certain leadership étant donné que sa philosophie originale basée sur la frugalité, c'est l'innovation avec très peu de moyens, la chasse au gaspillage. D'ailleurs, IKEA tente d'innover aussi dans ces domaines en donnant des conseils en ligne sur des comportements plus éco-responsables à la maison, en travaillant sur une utilisation soutenable des ressources,
comme par exemple la réduction de l'utilisation de l'eau, le traitement des eaux usées, zéro déchet, etc. En réduisant son empreinte carbone par la réduction de l'énergie, des emballages ou même de l'utilisation du transport aérien, une tendance à prendre en compte pour anticiper l'évolution des critères d'achat de certains consommateurs. C'est une opportunité, effectivement. C'est une opportunité parce qu'elle émane de l'environnement externe. Donc, on observe de plus en plus une demande des consommateurs vis-à-vis donc les comportements éco-responsables des entreprises et que IKEA s'engage aussi en la matière. Et donc, il y a attention accrue pour les comportements éco-responsables par les consommateurs. Et donc là, c'est une opportunité observée sur l'environnement et que IKEA peut saisir en capitalisant sur ces innovations. Donc là, nous sommes face à une opportunité qui émane de l'environnement, bien entendu, externe. 15, et la dernière, c'est la présence des barrières à l'entrée aux régulations sur des marchés porteurs. IKEA est essentiellement présente sur le marché du meuble qui est relativement mature dans les pays développés. En revanche, l'entreprise connaît certaines difficultés pour entrer sur des marchés émergents comme l'Inde ou la Chine. Par exemple, il est obligatoire de prendre des partenaires locaux sur certains marchés pour y entrer. Il existe un risque réel que ces partenaires possèdent plus de 50% de parts, ce qui ne correspond pas au mode de développement privilégié par IKEA. Donc, la présence des barrières à l'entrée, ce qu'on appelle les régulations sur les marchés porteurs, constitue bien sûr une menace qui émane de son environnement. Donc voilà, sur ce, on a déjà analysé donc les deux environnements, interne et externe, pour prendre en considération les spécificités donc de l'environnement interne et externe. Donc là, on passe à l'analyse TOWS. L'analyse TOWS, je vais partager avec vous déjà. Voilà, la synthèse que vous voyez sur l'écran. Voilà. Donc c'est une synthèse qui capitalise sur l'ensemble des forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc en termes de forces, on a recensé 4 forces. Lesquelles? Quelles sont les forces que nous avons recensées? La connaissance intime du client, l'innovation pour réduire les coûts, une chaîne d'approvisionnement intégrée et une forte notoriété de la marque par une présence à l'échelle mondiale. Au niveau des faiblesses, il y a donc 4 faiblesses: la réputation controversée de l'entreprise, la faible qualité des produits et des services, l'offre des produits standardisés à l'ère de la personnalisation, la localisation des magasins en périphérie des grandes villes. En termes d'opportunités, nous avons 4 opportunités: la croissance des économies en développement, l'expansion de la vente en ligne, l'intensification de la demande d'aliments sains, une attention accrue pour les comportements éco-responsables. Et en termes de menaces, comme vous voyez sur l'écran, nous avons donc 3 menaces: l'intensification de la concurrence, la croissance du revenu moyen des consommateurs et la présence des barrières à l'entrée, ou ce qu'on appelle les régulations sur les marchés porteurs. Et donc, à partir de là, nous avons donc mis en relief les 4 composantes de l'analyse SWOT. Pour passer à la matrice TOWS, vous avez 4 options. Donc, malheureusement, je n'ai pas d'éléments de réponse. On va le faire oralement. Je vous demande de prendre des notes au fur et à mesure
de mes explications. Et on va le faire ensemble. Donc, on vous a dit que sur la base, en capitalisant sur ces 4 dimensions de l'analyse SWOT, on passe à l'analyse TOWS. Rappelez-vous, on met les 4 dimensions, force, faiblesse, opportunité, menace. Je vous rappelle déjà le modèle que vous devez tracer. Voilà le modèle à tracer. Donc voilà, vous allez confronter. Voilà. Quand vous voyez, vous allez mettre les opportunités et les menaces, les forces et les faiblesses, et vous allez croiser. Premièrement, on croise les opportunités avec les forces. Et on va dire comment l'entreprise peut capitaliser sur ses forces pour tirer profit des opportunités offertes par son environnement. Donc, revenons à l'étude de cas. Je suis en train de basculer parce que une fois je clique sur le plein écran, je ne vois plus vos commentaires. C'est pour cela que je suis en train de balloter entre les deux. Donc voilà, ici, en commençant par la première stratégie. C'est le croisement entre les forces et les opportunités. Quelles sont les forces? Une bonne connaissance des besoins des clients, donc une connaissance intime du client, l'innovation pour réduire les coûts, une chaîne d'approvisionnement intégrée, une forte notoriété de la marque à l'échelle mondiale. En termes d'opportunités, donc il y a des nouvelles perspectives sur des économies de développement, il y a l'expansion de la vente en ligne, intensification de la demande d'aliments et une attention accrue pour les comportements éco-responsables. Qu'est-ce qu'on peut donc proposer? Qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour capitaliser? Donc, ce sont les recommandations. Capitaliser sur les forces pour saisir les opportunités. Donc, je vous écoute en commentant. Voilà, effectivement, donc l'entreprise doit capitaliser sur quoi? Sur ses forces, sur ses pratiques managériales, notamment une bonne gestion de la relation avec les clients, une parfaite maîtrise des coûts d'approvisionnement, des coûts logistiques et une forte notoriété de sa marque à l'échelle mondiale, ce qui va la pousser effectivement à s'implanter sur d'autres marchés. Donc, il va donc maintenir sa stratégie d'internationalisation en saisissant la demande qui émane sur d'autres pays et effectivement en développant le e-commerce ou la vente en ligne. Elle peut aussi donc développer dans cette implantation sur les marchés internationaux, elle doit aussi prendre en considération la demande d'aliments sains, de telle sorte que les magasins en détail doivent intégrer à la fois les produits, par exemple, d'ameublement avec les aliments sains, puisqu'il y a une forte demande aussi qui émane de l'environnement. Ceci va se faire dans une logique de respect de l'environnement, donc dans une orientation responsabilité environnementale de l'entreprise en favorisant donc les comportements éco-responsables. Donc là, effectivement, vous remarquez que l'entreprise a largement les forces nécessaires pour qu'elle profite des opportunités. Donc là, il s'agit effectivement de mobiliser, de capitaliser sur les forces de l'entreprise pour saisir les opportunités qui émanent de l'environnement. Donc c'est la première option stratégique analysée par la matrice TOWS. C'est la confrontation entre les forces avec les opportunités pour étudier comment concrètement l'entreprise peut capitaliser sur ses forces pour saisir ces opportunités. Passons donc à la deuxième composante de la matrice TOWS. Donc là, je suis dans la ST. La ST, c'est les forces avec les menaces. Donc là, on va confronter les forces avec les menaces pour voir est-ce que l'entreprise est capable d'utiliser ses forces pour diminuer l'impact des menaces. Donc, force avec les menaces. Donc là, vous avez déjà une connaissance sur les forces.
Les menaces, c'est l'intensification de la concurrence, la croissance du revenu moyen des consommateurs, la présence de barrières à l'entrée. Que doit faire l'entreprise pour atténuer l'impact des menaces sur ses activités? L'intensification de la concurrence a quel effet? C'est sur la qualité, rappelez-vous. On vous a dit que de plus en plus, il y a des concurrents qui font deux choses, qui proposent des produits semblables avec des qualités légèrement meilleures, et ensuite, ces concurrents diversifient leur activité. Ils ne sont pas uniquement spécialisés dans les produits d'ameublement. C'est ce que doit faire donc l'entreprise a déjà des forces, donc notamment en matière de sa gestion de la relation avec les fournisseurs, en matière des coûts logistiques et des coûts de matières premières. Donc, l'entreprise est capable de saisir ses forces pour qu'elle revoie le rapport qualité-prix de ses produits, tout en essayant un peu de diversifier son offre pour qu'elle réduise l'effet de l'intensité concurrentielle sur son marché. Et de plus en plus, effectivement, quand il va gérer la relation ou le rapport qualité-prix, la croissance des revenus ne va plus impacter d'une manière significative son chiffre d'affaires. De telle sorte que l'entreprise doit revoir son modèle d'affaires de manière à augmenter ses exigences en termes de qualité, tout en arbitrant par rapport au prix offert sur le marché. Donc là, l'entreprise doit trouver un équilibre entre les prix de vente proposés sur le marché et la qualité exigée en s'alignant sur le même niveau de qualité de la concurrence. Et cela permet d'atténuer l'effet des menaces sur sa performance. Et aussi par rapport à la présence de certaines barrières à l'entrée, l'entreprise sera amenée à capitaliser sur sa notoriété pour développer des alliances stratégiques. Des alliances stratégiques, je vais l'écrire, alliances stratégiques, c'est-à-dire des partenariats ou des stratégies de coopération de réseau, par exemple des stratégies de réseau. L'entreprise peut rentrer dans des réseaux professionnels pour pouvoir faire face à ces barrières à l'entrée. Parce que souvent, dans ces barrières à l'entrée, on exige à l'entreprise d'avoir des partenariats locaux pour pouvoir exercer ses activités sur le marché. Et donc là, elle doit capitaliser sur sa notoriété à l'échelle mondiale pour chercher, pour négocier des alliances stratégiques avec des entreprises implantées localement. Et à partir de là, elle va donc partager ses expériences avec ces entreprises. Et cela donc permet d'atténuer ces menaces en capitalisant sur ses forces. D'où la deuxième option stratégique préconisée par la matrice Towles. Donc nous avons vu deux options stratégiques envisageables. Donc je reviens encore à l'analyse Towles. Donc nous avons vu la première stratégie, confrontation force et opportunité, confrontation force et menace. Donc là, on va voir les faiblesses avec les opportunités. Donc là, on va voir est-ce que l'entreprise est capable de minimiser ses faiblesses pour pouvoir saisir les opportunités. Donc là, je dois revenir à la matrice SWOT pour pouvoir faire la confrontation. Donc là, rappelez-vous, on vous a dit quoi? C'est les faiblesses par rapport aux opportunités. Donc nous avons des faiblesses par rapport aux opportunités. Quelles sont les faiblesses? Nous avons une réputation controversée de l'entreprise suite à des publicités douteuses, la faible qualité des produits et des services, l'offre de produits standardisés à l'ère de la personnalisation et la localisation des magasins en périphérie des grandes villes face à des opportunités. Donc là, l'entreprise doit capitaliser sur ces erreurs. Donc, en termes d'opportunités, l'entreprise elle cherche l'internationalisation, puisqu'elle va s'implanter sur d'autres économies en développement.
Donc, et là, elle va donc s'implanter sur d'autres marchés à l'international. Et donc, en s'implantant sur ce marché, elle doit faire face à sa publicité, de ne pas donc publier des mensonges ou des informations douteuses qui peuvent dégrader sa réputation. Elle doit aussi revoir le rapport qualité-prix. Donc là encore, d'une part pour atténuer les menaces, mais également pour garder une compétitivité sur ces marchés et pour saisir la forte demande sur l'économie en développement. Elle doit aussi rester à l'écoute de ses clients, de manière à adapter les produits à leurs besoins. Et effectivement, la problématique de la localisation des magasins, la proximité géographique peut être résolue en développant le e-commerce. Le e-commerce, la vente en ligne. Et donc, cela va baisser les coûts de transport, le coût de déplacement des clients et ça va faciliter la commercialisation en réduisant cette contrainte de localisation géographique. Et même en s'implantant dans ces économies en développement, elle doit chercher des positions géographiques beaucoup plus proches aux clients, aux consommateurs potentiels. Et donc, elle doit intégrer dans son implantation géographique la problématique de l'accessibilité géographique et la proximité géographique pour éviter effectivement ces faiblesses afin d'exploiter les opportunités possibles sur le marché. Donc, au cas où l'entreprise va s'introduire sur un marché, un nouveau marché, dans le cas des économies en développement, elle doit capitaliser sur ces erreurs. Ce sont des écueils à éviter. Je vais l'écrire aussi en commentaire pour pouvoir le noter. Ce sont des écueils à éviter. Ce sont des erreurs ou des pièges à commettre. Publier des informations correctes pour éviter la réputation controversée. Revoir toujours l'équilibre rapport qualité-prix pour pouvoir faire face à la concurrence et garder l'avantage compétitif. Essayez donc de prendre en considération les attentes des consommateurs dans une véritable orientation client pour pouvoir personnaliser les produits par rapport aux besoins, aux attentes des consommateurs. Et la problématique de la localisation peut être résolue par le développement du e-commerce, la vente en ligne, parce que ça va réduire les coûts de déplacement, les coûts logistiques, bien entendu, des clients, et valoriser aussi le e-merchandising, la valorisation des produits en ligne, mais également dans l'implantation géographique sur ces marchés, sur ces économies en développement, elle doit prendre en compte le problème d'accessibilité géographique et la proximité géographique. Par exemple, en cherchant aussi, bien entendu, des points de vente qui sont proches des consommateurs, notamment dans les centres-villes ou dans les grands quartiers où il y a la concentration des consommateurs. D'où donc la troisième option envisageable. Écueils à éviter, ce sont les erreurs ou les pièges que l'entreprise ne doit pas commettre. Donc, nous avons déjà des faiblesses, ce sont des erreurs, des faiblesses qu'on connaît, qu'on doit donc éviter pour saisir les opportunités. Donc, si l'entreprise souhaite vraiment saisir ces opportunités sur l'environnement, elle doit faire le maximum à ce que ces faiblesses ne se reproduisent pas. C'est ce qu'on appelle les écueils à éviter. Un écueil à éviter, ce sont des erreurs ou des pièges que l'entreprise ne doit pas commettre. Donc, dernière option stratégique, c'est la confrontation des faiblesses avec les menaces. Donc là, on va voir est-ce que l'entreprise est capable de réduire les faiblesses pour éviter certaines menaces externes. Donc, c'est la dernière option que vous voyez sur l'écran, c'est la confrontation entre les faiblesses avec les menaces. Donc, vous avez vu en termes de faiblesse, la réputation controversée, problématique de la qualité, de la personnalisation et la localisation. Donc là, de plus en plus, nous avons une concurrence qui est accrue. Rappelez-vous, nous avons des entreprises qui interviennent sur le même marché en proposant des produits semblables avec des prix relativement comparables, mais à des qualités parfois légèrement meilleures. Donc là, pour faire face à cette concurrence, effectivement, l'entreprise doit travailler sérieusement
sur le rapport qui a été pris. Donc, on est dans la même option, rapport qui a été pris pour pouvoir faire face à la concurrence et effectivement éviter à ce que la croissance des revenus des consommateurs fait perdre une catégorie de clientèle faute de qualité. Donc là, effectivement, en travaillant le rapport qui a été pris, l'entreprise va essayer de réduire l'impact de la croissance des revenus sur les comportements de consommateurs à son égard, de manière à retenir. Donc là, on parle de problématiques de rétention, rétention et fidélisation, suite à l'augmentation du revenu. Donc, indépendamment de l'évolution des revenus, l'entreprise doit être capable de retenir, de fidéliser les clients en revoyant son rapport prix-qualité et en intégrant une offre beaucoup plus personnalisée qui traduise les attentes des consommateurs. Donc, cela permet d'atténuer déjà les menaces, et de réduire, bien sûr, la problématique de l'intensification de la concurrence. Parce que souvent, c'est une problématique de rapport qualité-prix pour que l'entreprise garde sa réputation. Et bien sûr, au niveau de la publicité, au niveau de la communication en général, la communication d'entreprise, elle doit donc véhiculer des informations vraies, correctes, justes et qui reflètent la réalité managériale de l'entreprise en évitant toute information douteuse sur ses activités ou sur son développement. Parce que cela peut impacter négativement sa réputation et donc son incapacité à trouver des partenaires pour pouvoir faire face aux barrières à l'entrée sur les marchés qu'il souhaite saisir. Donc voilà, grosso modo, je vous ai donné une illustration à travers une étude de cas, comment le manager peut utiliser ces deux matrices. Voilà, c'est Je pense qu'il y a un problème de connexion. Heureusement, c'est vers la fin de la séance. Et donc là, effectivement, l'exemple de IKEA, il est illustratif pour vous montrer l'importance pour la matrice Towes qui permet au manager de passer à l'action. Donc, toujours, il faut garder à l'esprit ce schéma qui va vous permettre de mieux répondre aux questions. Donc là, ce schéma va vous aider à spécifier les recommandations, toujours en confrontant les forces, les opportunités, les forces avec les menaces, les faiblesses avec les opportunités et les faiblesses avec les menaces. Et à travers ce schéma, on arrive à identifier quelles sont les options stratégiques envisageables en tenant compte, bien entendu, de l'environnement de l'entreprise. Donc voilà, grosso modo, l'illustration que je vous ai présentée. Voilà, on se donne rendez-vous le lundi prochain à 10h15 pour démarrer un deuxième chapitre, effectivement, sur les autres modèles d'analyse stratégique. BCG, ADL, PESTEL, les forces de Michael Porter, l'analyse de la chaîne de valeur, à la fois donc les outils qu'on peut utiliser pour mettre le diagnostic stratégique en interne et en externe. Donc là, on va l'analyse SWOT ou l'analyse TOWS, ce sont juste une initiation à l'analyse stratégique. Vous allez voir avec moi qu'il y a d'autres modèles beaucoup plus sophistiqués et qui permettent d'assister le manager quant à l'analyse de l'environnement et l'élaboration des stratégies. Donc là, on va donc le voir au niveau donc
de notre prochaine séance le lundi à 10h15. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.